Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on aborde le troisième volet de ce cours sur la place de la biodiversité dans l'Anthropocène, avec un thème qui peut sembler une évidence. Est-ce que cette crise de la biodiversité c'est quelque chose de vraiment grave? Et je vais essayer de décliner cette question en deux grandes parties. Est-ce que c'est grave pour la biodiversité? Et deuxième chose, est-ce que c'est grave pour l'humanité? Alors cette dichotomie, elle est peut-être pas si intelligente que ça, mais c'est une dichotomie qu'on fait habituellement quand on parle de ce sujet. Et on va revenir sur la raison pour laquelle on fait cette dichotomie un petit peu plus tard dans mon exposé. Alors déjà, à chaque fois qu'on parle de la crise de la biodiversité, on est quasiment forcé de rappeler que oui, c'est grave, et qu'on a plein de preuves scientifiques pour nous dire que c'est grave. Et donc je vais encore rejouer cet exercice-là, mais je vous avoue quand même qu'en préparant ce cours, c'est assez étrange parce que je travaille sur ce sujet depuis longtemps, et le nombre de nouvelles, de mauvaises nouvelles pour la biodiversité, de nouveaux articles scientifiques, de nouveaux articles de vulgarisation sur le sujet dans les 3 derniers mois m'a fait comme un effet de marée montante où j'ai eu l'impression de me noyer dedans alors que je me pensais complètement à l'abri de ce genre de sentiments. Et donc en préparant ce cours, ça m'a aussi forcé à me reposer certaines questions. Et je vais tout de même passer à travers les preuves de la crise, à quel point c'est grave. Et pour finir, je terminerai sur la question d'en fait, on est dans une crise qui n'est pas simplement une crise où on perd des choses et où on risque des choses pour notre avenir matériel, mais peut-être qu'on risque aussi des choses pour notre avenir immatériel. Et donc on va d'abord démarrer par les petites preuves. Alors, ça c'est juste une pile de papiers qui sont sortis plus ou moins récemment. Je ne les ai pas tous mis. Vous allez voir qu'il me manque par exemple un article sur les océans ou deux. Il y en a aussi qui sont sortis ces derniers mois, des articles nous disant à quel point si le changement climatique continue à cette vitesse-là, les océans allaient connaître une crise majeure en 2030. Je ne l'ai pas mis parce que ça suffisait bien. Et on va déjà regarder ce que je vous ai mis là. Alors, il y a un mois est sorti un état mondial des populations d'oiseaux et des espèces d'oiseaux. Donc le graphique que vous avez en haut à votre... là où il y a ma souris, ce graphique-là vous indique le nombre d'espèces, plus c'est rouge foncé, plus il y a d'espèces d'oiseaux à cet endroit du monde. C'est pas surprenant, les maximums on les retrouve dans les zones tropicales, les zones habituelles de très forte biodiversité, c'est-à-dire le bassin de l'Amazone et le piémont des Andes, autour des grands lacs africains, et la Birmanie, la Malaisie, la Thaïlande, qui sont un autre hotspot de biodiversité habituel pour la plupart des espèces, que ce soit des plantes, des animaux ou ici des oiseaux. Et en dessous, la deuxième carte, c'est la carte du nombre d'espèces considérées comme menacées. Évidemment, les deux cartes se recouvrent partiellement. Vous voyez par exemple qu'on a un gros point rouge en Indonésie, alors que ce point rouge est moins fort quand on regarde le nombre d'espèces. Ça veut dire que ce sont des endroits où les espèces sont particulièrement vulnérables à l'heure actuelle. Et on a un point un peu inverse quand on se déplace vers l'ouest. Quand on regarde le Brésil, vous voyez que la grosse zone très rouge, qui est à l'ouest du bassin amazonien, elle reste encore assez claire. Alors pourquoi ce contraste entre l'Indonésie et l'Amazonie? C'est la vitesse de la déforestation, qui est extrêmement rapide en Indonésie et qui n'est pas encore extrêmement rapide dans l'ouest de l'Amazonie. Mais regardez ce qui se passe dans l'est de l'Amazonie. Là, on a un phénomène similaire à ce qu'on voit en Indonésie. Donc ce qu'on voit sur les oiseaux, c'est ce qu'on voit quasiment pour tous les taxons. Alors des espèces d'oiseaux à l'heure actuelle, il y en a combien? 11 000 espèces d'oiseaux décrites, ça fait beaucoup, hein?
Les dinosaures n'ont pas vraiment disparu, ils sont là en force quand même. On décrit toujours de nouvelles espèces d'oiseaux. Entre 1946 et 2018, on a eu 266 nouvelles espèces et presque 2000 révisions taxonomiques, c'est-à-dire de nouvelles espèces qui sont apparues pas parce qu'on a trouvé un nouvel oiseau qui ressemblait à rien de connu, mais simplement parce qu'on s'est rendu compte que certaines espèces d'oiseaux recouvraient en fait plusieurs espèces qu'on n'arrivait pas à décrire auparavant. Alors qu'est-ce qui fait qu'on arrive à voir de nouvelles espèces? Alors bien sûr, vous allez penser à l'ADN tout de suite. Il y a des oiseaux qui se ressemblent au niveau du plumage, de l'aspect, de la taille, etc. Mais quand on fait les études ADN, on se rend compte que c'est des oiseaux qui ont divergé depuis longtemps. C'est des oiseaux dont les mâles et les femelles ne peuvent plus s'accoupler les uns avec les autres. Et on s'est rendu compte aussi, en travaillant sur l'acoustique des oiseaux, que souvent ces oiseaux qui étaient identiques du point de vue morphologique étaient parfois complètement séparés du point de vue acoustique et n'arrivaient plus à communiquer les uns avec les autres parce qu'ils avaient pris des chemins différents au moment de la spéciation. Donc décrire des espèces aujourd'hui, c'est pas que en trouver des nouvelles sur le terrain, mais c'est aussi comprendre ce qu'est une espèce dans ce qu'on avait déjà nommé dès le XVIIIe siècle. Alors les oiseaux, c'est un taxon qui est intéressant, c'est un petit peu pour ça que je commence par là, parce que c'est récent cette synthèse, mais aussi parce qu'on a des données sur les oiseaux comme sur aucun autre taxon au monde. Vous allez me dire, mais sûrement que les mammifères, on en connaît énormément. En fait, non. La plupart des mammifères, on va le voir tout à l'heure, la plupart des mammifères, c'est des rongeurs, des petites bêtes comme ça, des souris et tout ce qui y ressemble, et des chauves-souris. Et c'est deux taxons qui restent encore relativement mal étudiés quand on compare à ce qu'on connaît sur les oiseaux. D'accord ? On est à près de 1200 articles scientifiques juste sur la conservation des oiseaux, pas sur l'ensemble des travaux faits sur les oiseaux. Hein. On ne parle pas de génétique, on ne parle pas d'élevage, on ne parle de rien de cela. Par an, en biologie de la conservation, sur les oiseaux simplement. Ça dépasse n'importe quel autre groupe. Les oiseaux, ça a un autre avantage, c'est qu'il y a effectivement des scientifiques qui travaillent sur ces animaux, mais c'est aussi un endroit où la science participative, les sciences citoyennes ont un rôle extrêmement important. Par exemple, un des sites dont j'ai copié la page d'accueil en bas, le site eBird, qui est une émanation de l'université de Cornell aux États-Unis, a déjà comptabilisé 1 milliard d'observations sur l'ensemble de la planète, effectuées par 750 000 observateurs sur toute la planète. Donc on a un réseau d'observateurs d'oiseaux depuis longtemps, pas partout, mais quasiment partout sur la planète. Évidemment, vous doutez bien que l'endroit le mieux connu au monde pour les oiseaux, ça s'appelle toujours la Grande-Bretagne, et c'est probablement suivi par l'Est des États-Unis. Mais dans le reste du monde aussi, il y a des observateurs d'oiseaux. Et toutes ces données, à la fois des scientifiques et des citoyens, permettent de savoir, de connaître les variations d'abondance des oiseaux, à la fois dans le temps et dans l'espace, et dans le monde entier. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec autre chose qu'avec les oiseaux. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors quand l'article est sorti, il avait fait un peu de bruit. Qu'est-ce qu'on y voit d'abord? Donc tous les endroits ne sont pas connus de façon équivalente. Les endroits les mieux connus, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe. Les auteurs ont quand même voulu mettre des pays tropicaux, l'Inde, et Botswana ou Ouganda, où il y a des bases de données suffisantes. De quoi est-ce qu'on s'aperçoit? Si on part d'un niveau 100 en 1968. Alors, il faut bien penser que 1968, c'est une époque où en gros, c'est juste après le bouquin de Rachel Carson sur le printemps silencieux. Donc c'est déjà une époque où les populations d'oiseaux étaient impactées par l'utilisation de pesticides en particulier. C'est déjà une époque où, en Amérique du Nord, la déforestation du 19e siècle était déjà du passé. Donc il faut se rendre compte que 68 comme base de départ, on n'est pas sur une base qui est forcément d'une naturalité extrême et qui correspond à quelque chose qui serait sans l'homme, entre guillemets. C'est impossible, mais en tout cas, on est déjà sur un niveau de base dont on ne sait pas son rapport avec ce qu'il y avait, ne serait-ce que 20 ou 30 ans avant cette date de 68, c'est-à-dire avant l'utilisation des pesticides. Donc de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? Déjà, donc en Amérique du Nord, ils ont pu séparer en différents types d'oiseaux en fonction de l'endroit où ils habitaient. On se rend compte que les oiseaux des zones humides
ont eu une augmentation de population de 25%, donc super. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un petit peu arrêté de détruire des zones humides aux États-Unis et en Amérique du Nord, et surtout qu'on a commencé à protéger fortement depuis les années 60 toutes les espèces d'oiseaux des zones humides. On y a mis des moyens, et des moyens réels, et donc on a réussi à faire remonter ces niveaux, mais encore une fois, on est sur des niveaux dont on ne connaît pas l'antécédent avant la grande élimination des zones humides et avant les pesticides. Les spécialistes de forêt diminuent, mais pas tant que ça. Les spécialistes de zones arides diminuent fortement, et les spécialistes de milieux ouverts, eux, diminuent le plus fortement. 42% de population en moins, c'est énorme, et c'est sur l'ensemble des espèces de milieux ouverts. Quand on regarde en Europe, la situation elle n'est pas plus joyeuse. Pour les espèces de forêt, 3% en moins, ça s'explique assez facilement. En Europe, les forêts ont gagné depuis les années 80. On a gagné des kilomètres carrés de forêt à cause de l'abandon des zones de culture les moins favorables. Mais regardez ce qui se passe pour les espèces qui sont dans les milieux ruraux et agricoles. Ces espèces-là ont subi une chute de près de 60% depuis les années 80. Et c'est une chute qui est énorme et qui est due à l'intensification de l'agriculture. Là encore, on pense pesticides, mais il faut aussi penser disparition des haies, intensification et monoculture de plus en plus importantes qui font disparaître les populations d'oiseaux et les espèces d'oiseaux de nos campagnes. Si on regarde ce qui se passe dans les pays en développement, cette fois-ci on voit que les spécialistes de forêt, ce sont eux les plus impactés. Si vous regardez l'Inde, moins 62% pour les spécialistes de forêt, le Botswana et l'Ouganda, moins 39%. C'est relativement facile à expliquer. Ce sont des pays où la déforestation est encore extrêmement forte à l'heure actuelle. Là, on est sur des trajectoires de déforestation qui correspondent à celles de l'Europe, à l'époque où on déforestait en Europe. Et là aussi, quand on voit l'Inde, c'est l'ensemble des populations d'oiseaux qui déclinent. C'est pas juste la forêt, c'est les forêts, les zones humides et les milieux ouverts. Pour le Botswana et l'Ouganda, il y a des augmentations, il y a des diminutions qui sont plus difficiles à expliquer, les données sont de moins grande qualité, mais l'Ouganda et le Botswana ont subi des périodes très difficiles, en particulier l'Ouganda, notamment de guerre, d'abandon de certains territoires, qui ont pu conduire par endroits à des augmentations des populations d'oiseaux. Voilà. Donc on voit que selon les espèces, les fragilités ne sont pas les mêmes, donc cette fragilité selon le milieu où on habite, mais il y a d'autres zones de fragilité, en particulier les oiseaux migrateurs, eux sont fortement impactés et ont des diminutions spectaculaires ces 40 dernières années. Elles subissent à la fois les changements d'occupation des sols dans les pays tropicaux où elles vont passer la mauvaise saison et les changements d'occupation des sols dans les milieux plus au nord où elles vont se reproduire. Donc on a un double effet sans compter tous les obstacles sur leur passage qui ont augmenté. Après, d'autres espèces qui sont impactées aussi, ce sont les espèces à faible aire de répartition, donc qui sont essentiellement présentes en milieu tropical et qui sont fortement impactées là aussi par la déforestation et les changements d'occupation des sols. Donc donc sur les oiseaux, on a un bilan qui est catastrophique. On voit qu'il y a un peu d'espoir pour les espèces forestières, mais uniquement dans l'hémisphère nord et encore en Europe. Donc on est sur une situation qui est pas loin d'être catastrophique. C'est des milliards d'individus qui ne sont plus là. Est-ce que ça se traduit par des extinctions, tout ça, ces baisses d'abondance? À gauche, vous avez un graphique qui vous indique le nombre d'extinctions d'oiseaux, extinction absolue cette fois-ci, hein, donc c'est-à-dire des oiseaux dont l'espèce est considérée comme complètement éteinte. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on regarde jusque dans le passé, dans les années 1500, 1600, etc., l'essentiel des extinctions, c'était des extinctions dans le bleu, là, c'est-à-dire des extinctions sur des îles. C'est à l'arrivée des colonisateurs, un certain nombre d'espèces disparaissent parce qu'on change l'occupation des sols, parce qu'on les chasse, parce qu'on les tue, parce qu'on importe des rats, des chats, des renards, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc cette proportion d'extinction insulaire, elle continue à être importante
au cours du temps, au cours du 19e et du 20e siècle. Mais regardez, à partir de 1850, on commence à voir apparaître des extinctions en milieu continental, avec une augmentation qui est difficile de caractériser statistiquement, mais on commence à augmenter le nombre d'extinctions continentales, et plus simplement le nombre d'extinctions dans les îles. Peut-être que pour les îles, on est arrivé, on a déjà éliminé tout ce qu'on pouvait éliminer, c'est pas sûr, hein. Il en reste probablement des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc en termes d'extinction, oui, il y a une traduction de ces baisses d'abondance en extinction, et cette traduction, elle va continuer. Donc les scientifiques ont traduit ça aussi en termes de risque. Est-ce que le risque d'extinction augmente ou diminue avec le temps? Et c'est le graphique de droite. La ligne rouge centrale qui diminue, la courbe en rouge, c'est la courbe moyenne des risques d'extinction avec le temps. On voit que cette courbe, elle diminue fortement, le risque de survie, pardon. C'est l'envers de ce que je vous dis. Donc on part d'une survie à 90 en 88 et on descend jusqu'à un peu moins ensuite. Ça n'a pas l'air énorme comme changement, mais c'est sur l'ensemble des espèces qui sont mesurées par l'IUCN. On voit qu'il y a une série d'espèces qui diminuent fortement, qui changent de statut de risque. En gros, par exemple, vous avez je vais prendre quelque chose qui est facile à prononcer, la grèbe du Titicaca, par exemple, qui était une espèce en LC, c'est-à-dire least concern, donc pour lesquels on estimait qu'il y avait très peu de risques, et qui est passée en danger en quelques dizaines d'années. On a quelques histoires à l'inverse, hein. On a des espèces qui passent de en danger jusqu'à simplement vulnérable, ou même en danger critique d'extinction jusqu'à vulnérable. Il y a des exemples, mais pour la majorité, les espèces d'oiseaux ont des risques d'extinction qui augmentent. Alors pourquoi est-ce que ces extinctions ont lieu? Pour toutes les raisons habituelles. En fait, la première raison, celle qui est tout à gauche, c'est pour la plupart des espèces, c'est l'usage de ressources biologiques. Alors on pense tout de suite à la chasse. Il y a effectivement la chasse comme deuxième cause, mais la première cause, c'est la déforestation. Donc logging, donc l'exploitation forestière pour récupérer le bois. Et les autres causes, elles sont un peu moins importantes. Et la deuxième cause, c'est l'agriculture. Donc c'est ce qui se passe une fois qu'on a vraiment déforesté, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On met des cultures, qu'elles soient pérennes ou annuelles. L'impact du bétail est important aussi. Donc ça, c'est les deux grandes causes, et qui sont des changements d'occupation des sols, et qu'on voyait déjà quasiment sur les cartes générales des espèces en danger. Après, bien sûr, il y en a d'autres. Le changement climatique, pour l'instant, on ne sait pas quel va être son impact. On ne sait pas s'il va dépasser les deux premières causes de risque. Les espèces invasives, c'est une quatrième cause très importante pour les oiseaux, notamment en milieu insulaire, hein, où les causes de disparition ont été très souvent des espèces introduites. Hein. Rats, serpents dans certains endroits, pas mal de choses qu'on a introduites et qui ont détruit pas mal d'espèces. Et après tout le reste, c'est important, mais c'est moins important que ces quatre grandes causes. Donc là, les auteurs de l'article ont voulu faire des petits points sur 5 espèces très différentes d'oiseaux, toutes fortement menacées, et de regarder quelles étaient les causes pour chacune de ces espèces. Je ne vais pas toutes les passer en revue, hein. On va juste regarder le perroquet, l'Amazone à queue rouge, qu'on voit en haut à droite. Alors, quelles sont les causes pour cette espèce? Donc, braconnage, développement résidentiel et touristique et commercial, ramassage de plantes sauvages, les changements d'occupation des sols pour faire de l'exploitation de céréalière, évidemment la déforestation pour l'industrie du bois et l'élevage. Voilà, donc un petit peu l'ensemble, mais avec la présence du braconnage qu'on ne voit pas forcément sur toutes les espèces. Donc pour chaque espèce, la liste des menaces est différente, mais avec des points communs toujours autour des changements d'occupation des sols.
Et donc, les auteurs eux-mêmes nous donnent un petit résumé de ce qu'on vient de voir. Donc, les oiseaux, on les connaît bien, donc c'est un très bon groupe pour savoir ce qui se passe avec la biodiversité. Détérioration du statut de la plupart des espèces, même des espèces qui étaient très abondantes dans le passé. Les espèces menacées sont concentrées dans les milieux tropicaux, c'est normal, c'est là où il y a le plus d'espèces. Ça ne veut pas dire que chez nous, il n'y a pas d'effet ni d'impact. Simplement, notre ligne de base est plus basse que celle des milieux tropicaux. Ensuite, cette histoire d'extinction sur les îles qui maintenant commence à être remplacée par une extinction dans les milieux continentaux. Voilà. Et après, la liste des causes d'extinction que je viens de vous donner. Donc voilà leur conclusion. Donc, sur les oiseaux, on ne peut pas dire que la situation soit brillante. Donc, est-ce que c'est grave pour les oiseaux? Oui. Après, c'est deux articles que j'ai un peu accolés, parce qu'ils ne parlent pas de la même chose, mais presque. Ils nous parlent de ce qui se passe avec les mammifères et les plus gros des mammifères. C'est très connu aussi, donc ça a l'avantage d'avoir des données, là aussi, sur lesquelles on peut se baser. Donc il y a l'auteur principal est commun aux deux articles, et toute la liste de ces petits amis change, en fonction de leurs intérêts. Alors, on va commencer par les carnivores. Donc les grands carnivores au niveau mondial, en voilà quelques-uns. Donc lions, dingos, les loups, les lynx, etc. Tous les félins, les canidés, c'est pas les seuls. On vous a mis aussi ici la loutre de mer qu'on va trouver dans le Pacifique, et tous les autres. Alors, où est-ce qu'on trouve ces espèces de grands carnivores à l'heure actuelle? Les couleurs, plus vous allez vers le rouge, plus il y a d'espèces au même endroit, plus vous allez vers le bleu et le gris, moins vous avez d'espèces de grands carnivores. Donc vous voyez par exemple que l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, en particulier la partie orientale de l'Amérique du Nord, sont considérés comme n'ayant pas de grands carnivores. Parce que ces grands carnivores, on les a joyeusement dégagés. Vous voyez qu'il reste quelques massifs montagneux où les grands carnivores sont un peu de retour. Mais grands carnivores pour l'Europe, eh ben, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste loup, lynx et ours. Et globalement, quand vous allez sortir en forêt en plaine, vous allez rarement croiser l'un de ces trois animaux. Bon, il y a des lynx pas très loin, hein, mais ça reste extrêmement marginal. Donc où est-ce qu'on les trouve? Comme d'habitude, vous avez vu les oiseaux de tout à l'heure. Eh ben, vous retournez au même endroit, avec quelques différences. Vous avez quelques endroits en milieu quasiment boréal, où vous allez pouvoir trouver un certain nombre de grands carnivores, notamment la Sibérie. Et regardez tout à l'est, sur la côte pacifique russe et chinoise, enfin russe essentiellement, vous avez quelques espèces de grands carnivores, avec, on pense aux tigres, à la panthère de l'amour, aux loups, aux ours, probablement des espèces d'ours, donc il y a plusieurs espèces qui sont présentes. Mais encore une fois, là où il y en a le plus, c'est l'Afrique. L'Afrique autour des Grands Lacs et l'Afrique des grands plateaux kenyans, tanzaniens et autres, et l'Afrique australe, notamment un peu l'Angola, la Namibie, le Botswana, etc. Voilà. Et voilà les endroits où on a des grands carnivores. L'Amérique, elle, est très pauvre en grands carnivores, sauf peut-être au nord, enfin à l'ouest du Canada où il y a encore quelques espèces, mais l'Amérique du Sud a très peu de grands carnivores. Alors cette situation-là, si maintenant on revient avant que l'homme n'arrive dans ces différentes parties du monde, je ne vais pas en reparler, j'en ai parlé dans mon premier cours, il y avait davantage d'espèces de grands carnivores qui ont déjà disparu, mais qui ont disparu au Paléolithique. Donc on se retrouve dans cette situation-là avec quelques espèces de grands carnivores un petit peu partout. Alors j'aime pas montrer des grands tableaux, mais ce grand tableau il est intéressant parce que vous avez la liste dans ce tableau de toutes ces bestioles, avec le nom commun, la masse, ce que ça mange, et surtout le statut de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tout est en decreasing, donc en diminution. Quasiment toutes ces espèces ont des populations qui diminuent et un statut de conservation qui empire. Il y a quelques exceptions. Le loup. Le loup se maintient et revient un petit peu dans des territoires d'où il avait été complètement extirpé. Qu'est-ce qu'on a comme autre exception?
Le lynx, pour les mêmes raisons. Une loutre, la loutre du Cap, qui est stable aussi. Les ours bruns, grâce aux États-Unis et grâce à la Sibérie, se maintiennent aussi. Et tout le reste, il y en a un qui augmente en fait. Il y en a une qui augmente d'espèces. Et c'est l'ours noir américain qui arrive à vivre dans des milieux qui sont assez anthropisés et dont les populations ont cru depuis un siècle. Et on le voit dans la figure de droite qui est la population totale de ces espèces. À l'heure actuelle, on voit qu'effectivement, il y a les trois plus grands, là, il y en a 4 qui sont au-dessus de 100 000 individus, avec ces ours noirs américains qui sont presque 1 million d'individus. Et après, dès que vous dépassez ces 4-là, tout descend rapidement en dessous de 50 000. Et pour les 10 derniers de la liste, là, ils sont largement en dessous du 5 000. Et on parle de population mondiale. Donc quand vous descendez en dessous de quelques milliers d'individus pour des populations mondiales, vous savez que le risque d'extinction est proche. Et on va revoir pourquoi dans quelques minutes. Un autre truc avec les grosses bêtes, là, avec les gros carnivores, c'est qu'ils ont des impacts sur des tas d'autres bestioles. Là, par exemple, les auteurs de l'article ont choisi 5 exemples. On ne va pas regarder les 5 parce qu'on n'a pas le temps, mais on va regarder juste les 2 exemples que j'ai illustrés par des photos, là aussi données par les auteurs. En bas à gauche, ça vous montre une première photo, celle qui est là, la réduction des populations de loutres marines. Ça, c'est avant réduction. Vous avez des forêts de laminaires avec des faunes de poissons et d'invertébrés au sol qui sont très importantes. Après la disparition des loutres, on se retrouve avec des fonds marins sans laminaires qui ont été mangés par les petits oursins qu'on voit de loin ici. D'accord ? Avec un changement complet à la fois de la faune présente, de la flore présente, et même en surface, un changement du régime des vagues et de l'intensité des tempêtes. Les forêts de laminaires ont des impacts sur la force des vagues sur les côtes. D'accord ? Donc ça, c'est en enlevant la petite loutre qui est là. Deuxième exemple, un des exemples les plus connus maintenant, c'est l'exemple un exemple inverse. Là, c'est quand les loutres de mer disparaissent, et à droite, c'est quand le loup revient. La première photo du haut, c'est le parc de Yellowstone, avant que les loups aient été ramenés dans le parc. Avec, au fond, vous voyez qu'il y a des barbelés là, hein. C'est un exclos forestier dont on avait exclu les cerfs. D'accord ? Donc, facile, là où il y a des cerfs, rien ne pousse, là où il n'y a pas de cerfs, tout pousse. Donc quand vous réintroduisez les loups, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est la même photo au même endroit. Vous transformez complètement la végétation du parc et vous permettez à la forêt de revenir. Pourquoi ? Parce que les cerfs en trop grande quantité mangent les jeunes pousses et empêchent la repousse des arbres. Et au bout d'un moment, les arbres ne peuvent pas se déplacer non plus de plusieurs kilomètres. Et donc, quand vous avez des grandes populations de cerfs non régulées, vous avez ce genre d'effet. Avec bien sûr des effets. Si vous avez un effet sur les arbres, sur la végétation, vous avez un effet sur la sédimentation, et donc la quantité de matériaux qui arrivent dans les rivières. Et donc rien que par la présence du loup, vous allez changer le cours des rivières, et c'est ce qui est arrivé à Yellowstone, avec une sédimentation qui est moindre, donc un cours d'eau qui va être plus rapide, et on va complètement changer l'écosystème, rien que par la présence de votre grand carnivore. Voilà. Par exemple, là sur la grande figure à droite, donc là la première ligne, c'est les loutres marines, où effectivement, quand l'espèce décline, on perd les laminaires. Quand l'espèce décline, quand l'espèce disparaît, on a les laminaires qui disparaissent et les oursins qui remontent. Et pour le loup, après 60 ans de disparition, on a une disparition quasiment complète des arbres de là où ils se trouvent. Donc on a des effets sur pas mal d'autres espèces. Là, avec l'exemple qui est juste en dessous des pumas, on a quelque chose de similaire au loup. Quand on enlève les pumas, les cerfs commencent à avoir leur population qui remonte. On a un effet similaire parce que on diminue la quantité d'arbres,
mais on perd aussi de la faune de batraciens, à cause des effets secondaires sur le fait que la forêt présente, elle abrite des batraciens en grand nombre, et sur la faune de papillons. Donc dès qu'on enlève un grand carnivore, qui régule des herbivores qui ont un impact sur la végétation, cette végétation, elle a un impact sur le fonctionnement de l'écosystème, et donc on a des effets en cascade. Donc on parle de cascade trophique, puisqu'on passe d'un niveau trophique de prédateur jusqu'à une proie, et jusqu'à ce que mange la proie elle-même. Une cascade fonctionnelle, puisque les fonctions de l'écosystème sont transformées lorsque le prédateur n'est pas présent. Les grands carnivores sont en régression à peu près partout. Donc je l'ai dit, il y a des rôles fonctionnels majeurs à cause des cascades trophiques et fonctionnelles. Et les causes, donc là ils ont fait des cartes de causes. Les cartes de causes, c'est toujours les mêmes. Encore, ça change un petit peu. Perte d'habitat, fragmentation de l'habitat, très important pour les mammifères, pour les grands carnivores. Cette fois-ci, on rajoute persécution, c'est-à-dire les conflits avec les êtres humains. Les carnivores, effectivement, s'attaquent au bétail. Parfois, ils font pire, ils s'attaquent aux gens, ils s'attaquent aux enfants. Ce qui fait qu'on cherche à les éliminer. C'est pour ça qu'on avait éliminé le loup du territoire français. Il y a probablement 50 000 loups avant le XVIe siècle. Il y en a eu 0 après les années 50. On a réussi totalement à éradiquer les loups. Pourquoi? Plusieurs raisons. Pourquoi on élimine du loup? Le loup, ça fait peur. Ça fait peur à raison quand on a de la rage, plus du loup. Les loups enragés, ça a tué pas mal de monde de façon effrayante, en attaquant plein de personnes en même temps sur les places de village. Les loups, dans certaines situations, peuvent attaquer les êtres humains, notamment dans des périodes de conflits, de guerre, où ils ont accès à des cadavres humains, ce qui va les conduire à attaquer des humains sur pied par la suite. Alors, il n'y a quasiment aucun témoignage d'adultes tués par un loup non enragé. Par contre, des enfants, oui. Notamment des enfants qu'on envoyait garder les troupeaux à l'époque. Donc, c'est aussi pour ça. Et donc ça, c'est la raison psychologique. Et une raison économique, c'est que quand vous avez un pays avec 50 000 loups, votre production de laine est nulle, très mauvaise, d'extrêmement mauvaise qualité, parce que vous devez rentrer vos bêtes à l'intérieur tous les soirs, sous peine de les voir se faire manger par les loups. Et quand vous êtes en compétition avec un pays qui n'a pas de loup, qui s'appelle l'Angleterre, eh ben vous perdez tous les marchés sur la laine. Et ça aussi, ça a conduit à l'éradication du loup pour l'élevage. Parce qu'à l'époque, la laine, c'était quelque chose d'important, c'était la source principale de textiles. Et donc un pays qui n'arrive pas à produire ses textiles, il est un petit peu embêté. Et donc les loups devaient partir. Donc persécution, utilisation aussi, il y a pas mal de grands carnivores, vous le savez, qui sont utilisés en médecine traditionnelle dans différents pays, et qui est une des causes majeures de leur déclin. Et dans certains endroits, vous voyez la carte en bas à droite, celle qui m'a le plus surpris, c'est qu'en fait, ils n'ont plus de proie. Ils n'ont plus accès à assez de proie, et leur population diminue simplement parce que leurs proies ont été remplacées par du bétail, et du bétail protégé par des chiens, des humains, des fusils, etc. Donc, pour les grands carnivores, est-ce que c'est grave? Pas mal, ouais. Maintenant, ils ont fait un travail semblable, en fait, qui est plus ancien que le travail sur les carnivores, qui était sur les gros herbivores. Sachant que là aussi, les gros herbivores, les vraiment gros herbivores, on les a quasiment tous dégagés au néolithique. Il en reste. Voilà où ils sont, ceux qui restent. Vous le voyez, ils sont en Afrique pour l'essentiel. Quelques gros herbivores survivants en Asie centrale, et puis un par-ci par-là, un ou deux par-ci par-là dans le reste du monde. D'accord ? Et où est-ce qu'ils sont menacés? Ils sont essentiellement menacés toujours au même endroit, c'est-à-dire en Asie du Sud-Est, avec des dynamiques de transformation des paysages extrêmement rapides. Il y a aussi une menace sur l'Afrique, notamment Somalie et Éthiopie, en partie à cause de la démographie, mais aussi en partie à cause des conflits locaux qui empêchent de les protéger. Alors à gauche, le petit graphique, pas très joli, mais qui nous montre bien ce qui se passe, c'est simplement le statut de conservation, toujours dans les catégories IUCN, selon les familles de grosses bêtes. Chez les éléphants, par exemple, il y en a une espèce qui est en danger, l'autre qui est vulnérable. C'est Afrique-Asie. Okay. Regardez les rhinocéros, au milieu, là, la belle barre rouge. Toutes les espèces de rhinocéros, à l'heure actuelle, sont en danger critique d'extinction.
Il est probable que dans 50 ans, encore qu'on a encore quelques exemplaires de zoo, on a de la chance, ils vivent assez vieux, les rhinocéros, 30, 40 ans, on risque de plus en avoir du tout, ni dans la nature, peut-être en zoo, quelques programmes captifs, mais c'est tout. Et vous regardez les autres groupes, on a des choses similaires. Alors là-dedans, vous voyez que dans ces grands herbivores, vous prenez la troisième barre là, hominidés. Donc qui c'est ces hominidés qui sont en voie d'extinction? Là, ils m'ont mis que 2 espèces, ils auraient pu en mettre plus. Essentiellement gorilles et orang-outans, qui sont tous les deux des herbivores, et des grands herbivores. Surtout les deux espèces de gorilles avec des mâles qui peuvent peser plus de 200 kg, donc ils sont dans cette catégorie des gros herbivores. Et eux aussi sont en danger critique d'extinction. Voilà. Et c'est vrai après pour tous les autres groupes. D'accord ? Il y a juste les cervidés qui vont bien, d'accord, en grande partie parce qu'on leur a enlevé leurs propres prédateurs et qu'on les conserve parce qu'on les chasse et qu'on fait une chasse qui est conservatoire et qui ne va pas conduire à leur extinction. Voilà. Donc les herbivores, là on a une autre façon de voir les choses sur les 3 cartes que je vous montre, c'est de vous montrer l'étendue, l'aire de répartition il y a longtemps et l'aire de répartition maintenant ou à peu près maintenant pour 3 espèces. Éléphant d'Afrique, hippopotame commun et rhinocéros noir. Vous voyez en bleu, c'est leur répartition 1959 pour l'hippopotame hein, et 1700 pour les rhinocéros. Et les années 2000, c'est les petites taches rouges. D'accord ? Rien qu'en voyant la réduction de leur aire de répartition, on comprend vite l'étendue de la menace pour ces gros herbivores, et on comprend aussi ce qu'on a dit tout à l'heure sur le manque de proie pour les carnivores de tout à l'heure. D'accord ? Alors les causes, pareil. Alors là, il y a quand même la chasse qui joue un grand rôle. À la fois la chasse pour la viande de brousse, et la chasse pour les trophées, qui joue un rôle très important. Compétition avec l'élevage, notamment dans les grands plateaux africains. Les maladies apportées par le bétail, qui peuvent être transmises à certaines espèces sauvages. Bien sûr la perte d'habitat, etc. Et les conflits humains, qui jouent un rôle important, notamment en Afrique, mais pas que. Donc voilà, eux aussi, ils sont assez mal, et comme les carnivores de tout à l'heure, c'est le dessin à droite là, comme les carnivores de tout à l'heure, ils vont entraîner des cascades fonctionnelles importantes. Les éléphants empêchent, ils font l'effet inverse des loups de tout à l'heure, hein, ils maintiennent des milieux ouverts en s'en prenant aux arbres, ce qui impacte absolument toutes les autres espèces qui partagent ces grands milieux ouverts de savane avec les éléphants. Les éléphants, c'est des fabricants de savane qui empêchent la reforestation. Les hippopotames, eux, sont des herbivores qui vivent dans l'eau la journée et qui vont aller brouter la nuit. Donc ils entretiennent des milieux ouverts. Ils ont un impact énorme sur le cours des rivières elles-mêmes. Et donc quand vous avez un impact sur le cours des rivières, vous avez un impact en cascade sur des tas et des tas d'autres espèces. Et les rhinos, c'est pareil. Bref, ces grands herbivores, ils ont aussi un rôle fonctionnel majeur avec des cascades trophiques et fonctionnelles très importantes. Et les causes, on vient de les voir. Donc, pas terrible non plus. Et je peux continuer comme ça longtemps. Il me reste 20 minutes, donc je vais encore en faire un. Puis après, je vais arrêter parce que ça me déprime moi-même. Alors, il n'y a pas que les grosses bêtes qui sont impactées par ce qui se passe à l'heure actuelle. On parle beaucoup de déclin des insectes. Et là, je voulais juste vous montrer un truc qui est sorti cette année, là, il n'y a pas longtemps, qui n'est pas un article scientifique cette fois-ci, qui est presque un article scientifique et qui a été sorti par une association anglaise qui s'appelle Bug Life, et qui est un comptage d'insectes qui viennent s'écraser non pas sur les pare-brises, mais sur les plaques d'immatriculation, avec un petit système là qu'ils ont fabriqué là, qui leur permet de compter sur des surfaces toujours les mêmes, de façon un petit peu standardisée, de compter le nombre d'insectes écrasés sur la route quand on fait des trajets. La carte de Grande-Bretagne qu'on voit à gauche, ce sont le nombre de, c'est les trajets réalisés par les participants, c'est de la science citoyenne, hein. C'est les participants qui ont réalisé tous ces trajets, avec énormément de trajets en Angleterre, un peu moins dans les autres pays évidemment.
qui ont une densité d'habitation assez plus faible. Alors qu'est-ce que ça donne? Vous avez surtout souvent entendu dire probablement que sur les pare-brises, on voit moins d'insectes qu'avant. Ah, avant, quand je faisais 100 km ou quand je faisais 1000 km pour aller en vacances, mon pare-brise était couvert d'insectes. Maintenant, il n'y en a plus. Mais sans qu'on sache vraiment si c'est dû parce qu'il y a moins d'insectes ou est-ce que c'est parce que les pare-brises ont changé. Parce qu'on a des voitures plus aérodynamiques que dans les années 80. Il y a des effets probables de ça. Là, ce qu'ils ont essayé de faire avec les plaques d'immatriculation, c'est là de se dire, entre 2004 et 2021, on a le même système. C'est pas dû aux voitures. C'est pas si simple que ça, mais globalement, on n'élimine pas complètement l'effet voiture. Parce qu'ils se sont rendus compte, ils l'ont quand même rentré dans leurs données pour les analyses. Est-ce que les gens qui ont des SUV, des vannes ou des petites voitures, est-ce que ça impacte le résultat? Oui, ça l'impacte quand même, quoi. C'est bien que, parce que les gens ne roulent pas à la même vitesse, pas de la même manière, l'écoulement de l'air autour des voitures n'est pas le même. Donc il y a un impact sur le résultat, il y a donc des petits biais dus à ça. Mais tout de même, qu'est-ce qu'ils trouvent? Donc voilà alors splat, le terme de splat, c'est le nombre d'impacts d'insectes. On n'arrive plus trop à les identifier une fois qu'ils ont impacté, certains on peut, mais la plupart non. Et on va compter le nombre d'impacts par mile, parce que c'est les Anglais, parcourus par les voitures. Là, c'est transformé en racine carrée, mais on s'en fout un petit peu. Et le message, c'est quoi? Voilà la situation de 2004, voilà la situation de 2021, avec une situation intermédiaire avec un nombre de trajets moindre. Et donc, visiblement, il y a une diminution en une quinzaine d'années du nombre d'insectes interceptés par les pare-brises en Angleterre. Il y a plein de biais. Ce n'est pas une estimation d'abondance des insectes, c'est une estimation des abondances d'insectes sur les plaques d'immatriculation des voitures. Ça a probablement un lien avec la réalité, ça correspond à ce qu'on a pu mesurer ailleurs avec des chutes de population d'insectes du même niveau, 50, 60, 75% de chute de population d'insectes. Et si on revient à nos oiseaux de tout à l'heure, nos oiseaux qui vivent en milieu ouvert, qu'est-ce qu'ils mangent pour la plupart d'entre eux? Des insectes. Voilà. Donc il n'y a pas que les pesticides, il n'y a pas que les changements d'occupation des sols. Une autre conséquence de l'agriculture intensive, c'est la chute du nombre d'insectes et de la chute de ce qu'il y a à manger pour les autres, les oiseaux en particulier. Donc c'est pas terrible non plus. Après je vais vous montrer rapidement celui-là parce qu'il est un peu complètement différent de tout ça où j'ai parlé que de bestioles. Là je vous parle juste rapidement de cet article qui est sorti là aussi il y a peu de temps sur le déclin de lichens en milieu désertique aux États-Unis. Et c'est des lichens très particuliers, ils fixent l'azote, ils sont fixateurs d'azote, et ils vont faire des croûtes sur la surface désertique. Ces croûtes, elles ont un rôle extrêmement important d'empêcher l'évaporation de l'eau, et elles vont garder une certaine humidité en milieu aride après les pluies. Ces lichens ont aussi un rôle donc, de fixer l'azote et de permettre à d'autres plantes, des mousses, d'autres lichens de pousser. Et, les comptages de lichens avaient été faits dans les années 60. Donc là aussi, dès qu'on a des éléments qui nous permettent de remonter loin dans le temps et de comparer, eh ben on le fait. Et donc là, ils l'ont fait pour les lichens. Et ils se sont rendus compte qu'entre 67, les années 90 et 2019, ces lichens, fixateurs d'azote, s'étaient écrabouillés. Ils représentaient 20% des surfaces dans les endroits qu'ils ont suivis en 2014 et 2019. Et la chute était déjà en 2004. Qui représentait moins de 5% des surfaces. Donc là aussi, le rôle fonctionnel de ces lichens a été fortement impacté, avec des impacts à venir sur l'ensemble des autres lichens et des mousses, et donc de l'ensemble des faunes autour d'eux. En plus, on rajoute des problèmes d'invasion, de plantes invasives. Il y a un brome invasif qui est venu se rajouter, c'est pour ça qu'il y a quatre graphiques sur cette courbe, mais le brome, il empire juste un petit peu la situation pour ces lichens. C'est pas la cause. La cause, c'est probablement les graphiques qui sont ici, c'est-à-dire l'augmentation. Regardez les températures de l'air avant 95, les températures de l'air moyennes après 95. Donc on a un changement quasiment de 2 ou 3 degrés de température moyenne supplémentaire annuelle qui ont donné un gros coup de chaud aux lichens au début des années 2000. Et même quand vous avez des années un peu plus fraîches, des périodes plus fraîches, ces lichens ne reviennent pas. Donc c'est une perte
sèche et quasiment irréversible sur les sites où ça a déjà eu lieu. Donc là aussi, c'est des effets à grande échelle, cette fois-ci dus au changement climatique, et donc qui sont relativement inquiétants. Voilà, après je voulais vous parler aussi d'arbres un petit peu, mais très rapidement, sur un autre thème. On a un arbre en ce moment qui est fortement attaqué par un parasite, qui est un petit champignon, qui rentre dans cet arbre, et qui le fait mourir, c'est le frêne. Donc cette chalarose du chêne date de 2010, et on voit la progression de la chalarose avec le temps. Elle est maintenant un petit peu partout en France, l'Angleterre est complètement envahie aussi, et ça provoque de la mortalité, on le voit à droite, complète des arbres sur pied, de manière irréversible. Donc il y a le frêne qui disparaît, mais là encore, vous voyez le titre de l'article sur encore une extinction cascade, une cascade d'extinction. Pourquoi? Parce que les Anglais se sont amusés à regarder qu'est-ce qu'on trouve comme bête, comme plante, comme tout ce qu'on veut associé au frêne. Ils ont trouvé à peu près 1000 espèces associées au frêne, dont 20% associées fortement au frêne et certaines associées obligatoirement au frêne. Voilà un petit peu leur décompte ici, avec toute une série d'espèces qui ont donc un risque fort de s'éteindre si le frêne s'éteint lui-même. Sachant que le frêne ne va pas être le seul dans ce cas-là, on a déjà perdu les ormes dans les années 80, et qu'il y a d'autres arbres qui peuvent être attaqués par des maladies qui nous proviennent de pays, en général d'Asie, mais pas que. Donc c'est un énorme problème. Donc voilà, c'est grave, et puis ça continue. Juste pour terminer là-dessus, donc on a déjà vu cette histoire de cascade trophique et fonctionnelle, et la diminution des abondances, elle entraîne autre chose. C'est quelque chose que les gens qui font de la biologie et des conservations racontent tout le temps, c'est l'histoire du vortex d'extinction. Qu'est-ce que c'est? Votre population diminue. D'accord? Donc votre démographie est en baisse. Donc vous commencez à perdre de la diversité génétique, à augmenter la consanguinité. Notamment si vous êtes dans un système fragmenté avec peu de bestioles, vous allez avoir les mêmes qui vont s'accoupler les uns avec les autres. On va donc avoir une réduction de la capacité d'adaptation des populations. On va avoir des problèmes génétiques qui vont apparaître, qui vont faire baisser la démographie, et on a comme ça un vortex qui se renforce entre les problèmes génétiques et démographiques et qui vont amener jusqu'à l'extinction. Donc quand on perd de l'abondance, quand on diminue la taille des populations, on entraîne nécessairement des problèmes de ce type. Voilà. Donc voilà, c'est grave pour la biodiversité. Je ne vais pas parler des causes, j'en ai assez parlé, parce que sinon j'aurais pas à finir. Pour l'humanité, donc pour les 10 petites dernières minutes qui me restent, je vais vous parler essentiellement. Est-ce que c'est grave pour l'humanité? Alors, donc vous avez compris que les écosystèmes, pour fonctionner, ils ont besoin de leur biodiversité, de certains éléments qui sont majeurs, comme les gros herbivores, les grands prédateurs, les arbres, etc. Alors, un des premiers services issus du fonctionnement des écosystèmes, c'est bien entendu notre sécurité alimentaire. Cette sécurité alimentaire, vous pensez, non, de toute façon, on mange que des plantes cultivées, une biodiversité là-dedans, on s'en fout un peu. En fait, non. Quand vous regardez ce graphique, il se lit de gauche, ce tableau se lit de gauche à droite. À gauche, c'est domestiqué, à droite, c'est sauvage. Et on a toute une série de plantes, d'animaux, qui sont prélevés en milieu sauvage et qui assurent notre sécurité alimentaire. Pensez bien entendu aux poissons, à toutes les nourritures marines, les fruits de mer, etc. Tous ceux qui ne sont pas en aquaculture, ça représente des quantités énormes, mais il y a aussi des plantes, il y a aussi tout ce qui est chassé. Alors chez nous, le chassé, ça représente un pouillème, mais dans d'autres pays du monde, ça peut représenter pas mal, notamment sur certaines populations premières. Ensuite, on a des micro-organismes et des champignons qu'on mange, mais pensez que les micro-organismes et les champignons, ils nous aident aussi à fermenter à peu près la moitié de ce qu'on mange. Évidemment, vous avez toute la biodiversité qui crée les conditions pour qu'on puisse faire à manger. On parle évidemment des pollinisateurs, on parle des prédateurs, de tout ce qui attaque les ravageurs de culture, etc. etc. D'accord ? Donc tout ça, ça donne, c'est ce qui nous permet de nous nourrir et qui fait que la biodiversité, oui, c'est important pour nous. Voilà. Il y a plein d'autres services qu'on appelle essentiels. Les médicaments actuels et futurs, un grand nombre quand même, on les tire de substances naturelles.
construction, l'ameublement, le bois, c'est pas mal. Le chauffage, là aussi le bois. La régulation climatique, par les forêts par exemple, qui régulent les climats sur un ensemble continental, et tout ce qui est cycle de l'eau, bien entendu. Donc tout ça, ça fait que oui, la biodiversité, c'est important pour l'être humain. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans celle-là, elle est trop compliquée. Donc notre biodiversité, elle engendre des fonctions écosystémiques qui, elles, rendent des services aux gens. Donc on s'est dit, là c'est super, si on dit qu'on rend des services, on va tout faire pour sauver la biodiversité. En fait, c'est pas si simple. Et donc on a cherché encore d'autres raisons de sauver la biodiversité que simplement les services. Donc on a inventé deux trucs, les solutions fondées sur la nature. Donc pour résoudre nos petits problèmes d'humains, rafraîchissement, stockage de carbone, tout ça, on va trouver des solutions dans la nature, ou on va trouver des solutions qui ressemblent à celles de la nature. Après, le terme était bien, mais finalement on s'est dit, ouais, quand même, la nature, il faut quand même qu'on mette l'homme au centre, et donc, qu'est-ce qu'elle apporte aux gens? Donc les contributions de la nature aux humains. Ça, c'est le dernier terme à la mode, d'accord? Et ces termes, ils vont toujours dans le même sens. On essaie de justifier la protection de la biodiversité par le service qu'elle nous rend, en général un service qu'on peut arriver à calculer en dollars, ou en euros, ou en roubles si on s'appelle Vladimir. Et pour de plus en plus de monde, ces justifications économico-sociales, elles commencent un petit peu à suffire. Est-ce qu'on n'a pas d'autres raisons de sauver la biodiversité que simplement la calculer en dollars? Et pour moi, il y a aussi une crise éthique qui se profile avec la biodiversité. C'est pas simplement une crise de ce que cette biodiversité va faire pour nous, mais c'est aussi une crise qui va impacter la façon dont on pense le monde et dont on se pense nous-mêmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tiens, j'ai perdu mon fil. Voilà, c'est revenu. Alors, c'est ce qu'on fait actuellement, justifier la conservation par l'utilité ou la valeur économique. Je vous montre deux exemples de choses qui ont donné de l'émotion aux gens. L'incendie de Notre-Dame et la Joconde. Pourquoi est-ce qu'on protège ces deux monuments? Parce qu'ils rapportent du fric, un petit peu ils font du tourisme, mais à la base c'est pas pour ça qu'on le fait. Viollet-le-Duc, quand il a refait Notre-Dame, c'était pas parce qu'il s'attendait à faire du cash sur du tourisme, on n'en parlait pas à l'époque, ou très peu. Quand on a mis la Joconde à l'abri au Louvre, c'était pas forcément pour du tourisme, c'était parce que c'est du patrimoine, parce que c'est quelque chose qui est important pour l'humanité en tant que tel, parce que c'est notre passé, et on espère que c'est notre avenir aussi. Donc cette façon de penser patrimoine, on se rend compte que l'économie là-dedans, bien sûr parfois on la ressort pour justifier la culture, mais au bout du compte c'est pas pour ça que les gens qui sont dans les musées, ils sont en train de s'occuper de Mona Lisa et de Notre-Dame, c'est parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils considèrent que c'est bien. D'accord? Alors pourquoi c'est bien la biodiversité? Là c'est simplement un arbre qui représente ce qu'on connaît en termes de séquences et de génome simplement sur les eucaryotes, donc sur tous les animaux, les plantes, les champignons, mais pas les bactéries et pas les archées. Donc on connaît plein de choses sur ces bêtes-là. Il y a une diversité de formes et une diversité génétique. Celle-là elle est encore mieux, mais là c'est que les mammifères. Donc ça c'est un arbre des mammifères qui est vachement bien parce qu'en plus il nous donne les dates à laquelle les groupes de mammifères actuels se sont séparés. Donc, je vais juste en regarder un de mammifères qui est un peu symbolique des 2 années qui viennent de passer. Cette bestiole-là, donc qui d'après Pierre Desproges ressemble à un artichaut à l'envers, donc le pangolin, il est ici. Et les quelques espèces de pangolins qu'on a, regardez la branche dans l'arbre, on va remonter cette branche, et les animaux les plus proches des pangolins, on va redescendre. Ce sont tous les autres carnivores, là, dont les lions, les machins dont on a parlé. Et les pangolins se sont séparés des carnivores, on va suivre cette ligne, on va remonter jusque-là. Se sont séparés des carnivores probablement il y a près de 60 millions d'années. Et dans cette branche de l'arbre de vivant, il n'y a qu'eux, et ils sont tout seuls, encore là depuis 60 millions d'années. Donc on a un patrimoine génétique, aussi culturel, qui date de 60 millions d'années. C'est mieux que Notre-Dame, c'est mieux que Stonehenge, c'est mieux que n'importe quoi d'humain en termes d'ancienneté. Et là aussi, on peut se poser la question, est-ce que tous ces trucs qui sont originaux, qui sont anciens, qui sont divers, on ne peut pas les protéger aussi
pour ça. Pas parce qu'ils nous servent à quelque chose, mais simplement parce qu'ils sont là. Parce que justifié par l'économie, ça a un mauvais côté. Il y a plein de choses qu'on peut remplacer. Pour la nourriture, pensez hydroponie, il y a des gens qui rêvent déjà de ça. Pollinisation, polliniser par des drones ou par des gens, ça se fait déjà pour certaines cultures. Les médicaments actuels et futurs, pourquoi s'embêter avec aller chercher des plantes et tout, alors qu'on peut tout faire par génie génétique et chimique? Le chauffage, on a le nucléaire. La construction, on a du béton. Pour stocker du carbone, on peut le faire peut-être avec des usines qui vont stocker du carbone sans passer par la photosynthèse. Tous nos services, ils sont potentiellement remplaçables par de la technologie et davantage d'énergie. C'est ce que l'humanité a fait depuis 150 ans, elle peut continuer à le faire. Donc attention aux fonctions d'utilité, parce qu'elles peuvent être battues par de la technologie. Donc, est-ce qu'on peut avoir une éthique de la conservation de cette biodiversité? Il y a plein de gens qui se battent sur ça depuis les années 70 et qui n'y arrivent pas. Est-ce que les autres espèces ont un droit à l'existence? On a essayé, il y a des gens qui essayent encore de donner droit à l'existence pour des espèces, pour des individus, pour des rivières, pour ce que vous voulez. Je pense que c'est un bon combat, mais pour l'instant, il n'a pas fonctionné encore. Est-ce que c'est un principe de précaution pour l'avenir, par rapport à tous ces services et tout ça? Peut-être pas. Est-ce qu'on peut penser en termes d'éthique des générations futures? Si l'éthique actuelle des jeunes générations, elle n'est pas sur la protection de la biodiversité, on a vu quand même que l'éthique des gens a changé en 50 ans ou en 100 ans. Les problèmes de race, avant la Seconde Guerre mondiale, le racisme, on s'en foutait complètement. D'accord? L'apartheid, c'était cool, c'était bien, séparer les blancs, les noirs. Aux États-Unis, on l'a encore fait jusqu'aux années 60. D'accord? Maintenant, ça passerait un peu plus mal quand même. D'accord? Sur le genre, là, c'est venu plus tard. Sur le handicap, pareil. Donc, on a plein de réalisations, on s'est rendu compte de certaines choses, c'est devenu des combats éthiques. D'accord? Et plus personne ne va défendre l'esclavage des Noirs à l'heure actuelle. Enfin, j'ai pas encore rencontré quelqu'un. On n'a plus besoin de sortir des arguments économiques pour défendre l'abolition de l'esclavage. Mais il a fallu pendant un certain temps. Mais ce n'est pas les arguments économiques qui ont primé, c'est les arguments éthiques qui ont primé. Oui, dans le futur, comment est-ce qu'on va nous voir, nous, dans 50 ans ou dans 100 ans? Est-ce qu'on nous fera des procès à rebours pour des procès d'écocide? On essaye déjà d'en faire des procès pour écocide. Est-ce qu'on parlera de génocide pour toutes ces espèces avec un système nerveux très développé, qui sont assez proches de nous, qui sont des espèces sensibles, avec des émotions, avec une mémoire, avec de l'apprentissage? Évidemment, on pense aux primates anthropoïdes, hein. Chimpanzés, les 2 espèces, orang-outans, les quelques espèces, les 2 gorilles. Cela, il est probable qu'on n'en voit plus un seul d'ici 100 ans. Est-ce que ce sera considéré comme un génocide par nos descendants? Est-ce qu'ils vont déboulonner toutes nos statues, comme nous on le fait avec tous les esclavagistes du 19e siècle? Est-ce qu'on a envie que ça arrive comme ça? Et il n'y a pas que les grands singes. Les autres primates, évidemment, il y a les cétacés, les baleines, les dauphins, les éléphants, dont on se rend compte de plus en plus de leur vie émotionnelle qui est immense. Et même quand on quitte les mammifères, certains oiseaux, les psittacidés, donc les perroquets, les corvidés, etc., on se rend compte qu'il y a plein de bestioles qui arrivent à se reconnaître dans un miroir, qui passent différents tests, qui ont de l'émotion, qui montrent de l'affection pour leurs proches, mais aussi pour leurs morts. Donc tous ces êtres sensibles, est-ce qu'on va vraiment les considérer comme étant juste des choses dont on peut se dispenser et dont on peut permettre la disparition? Donc oui, rien qu'à cause de ça, pour moi, il y a une gravité extrême pour l'humanité dans la façon dont elle va se regarder dans 1 ou 2 ou 3 générations. Voilà, et puis je vais terminer là-dessus, sur cette note supra-gay. Mais c'est aussi une note qui incite à se battre sur ces questions d'éthique et sur défendre la biodiversité pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle nous apporte par son passé, pour ce qu'elle nous apporte au niveau de nos sentiments et de nos émotions. Et c'est aussi une raison pour se battre. Il n'y a pas que l'économique, il n'y a pas que le service, il n'y a pas que le changement climatique qui justifie la défense de la biodiversité. Il y a aussi son existence en tant que telle. Voilà. Quelques photos de biodiversité mignonne. Il n'y a pas qu'elle. Hein. Il y a évidemment les petits bébés d'hominidés comme le petit orang-outan. Il y a évidemment les géants comme le séquoia de droite, qui n'en ont pas pour très longtemps non plus. Encore eux vivent très longtemps, donc ça va. Et puis cette toute petite araignée australienne, une araignée pan. En général, pour vous montrer des trucs mignons, vous ne pas des araignées. Et bien là, on va finir par une araignée avec cette jolie bande bleue autour de ses grands yeux. Voilà, je vous remercie beaucoup.